sexe, mensonge et trahison à Hollywood. Vous avez sûrement dû entendre parler du film de Justin Baldoni avec Blake Lively qui est sorti l'été dernier, It Ends With Us, appelé dans sa version française Plus Jamais, mais plus pour son scandale médiatique plutôt que pour le film. La promotion du film a viré au cauchemar alors que les deux stars hollywoodiennes s'accusent mutuellement de harcèlement et de diffamation. Blake Lively et Justin Baldoni, autrefois proches, se retrouvent au milieu d'un scandale à plus de 400 millions de dollars qui secoue Hollywood mais également l'industrie du cinéma. Alors de quoi s'agit-il précisément? Quelles sont les peines et les enjeux encourus par les deux co-accusés? Et comment la médiatisation d'un procès comme celui-ci peut-elle faire entrer le film dans une toute autre dimension mais également les carrières des deux parties? Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate aux États-Unis et aujourd'hui je vais vous décrypter les dessous des différents procès entre Justin Baldoni et Blake Lively. Alors avant d'entrer dans les détails du procès, c'est important que je vous explique un petit peu les faits et ce qui s'est passé au moment de la sortie du film. L'été dernier, en août 2024, le film It Ends With Us est sorti au cinéma aux États-Unis. Ce film, il a repris un livre qui avait connu vraiment un grand succès aux États-Unis, donc It Ends With Us, et il traite notamment de violence conjugale. Il a été réalisé par Justin Baldoni, qui est également un acteur très connu à Hollywood et aux États-Unis de manière générale. Et Justin Baldoni joue d'ailleurs l'acteur principal, qui a eu une romance avec l'actrice principale appelée Lily dans le film, qui est jouée, elle, par Blake Lively. Celles qui savent, c'est Serena dans Gossip Girl. Lors de la promotion du film, de l'avant-première, de toutes les sorties en tapis rouge, de toutes les invitations télévisées, etc., on n'a jamais vu Blake Lively et Justin Baldoni ensemble. Et en plus, il s'était unfollow des réseaux sociaux à la sortie du film. Et ça a fait parler. Mais en plus de ça, Blake Lively a eu un énorme bad buzz suite à la promotion de ce film. Parce qu'en fait, comme vous le savez, ce film traite des violences conjugales, qui est donc un sujet très grave, très lourd. L'objectif de ce livre et de ce film était de dénoncer les violences conjugales. Et en fait, Blake Lively, elle avait une approche vraiment plus légère de ce sujet et ça a heurté énormément de personnes. It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals and head out to see it. Elle a eu des commentaires extrêmement déplacés lors d'interviews. So if someone understands the themes of this movie, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could Alors que au contraire, Justin Baldoni, dans toutes ses interviews, il a un ton assez solennel, grave. Il insiste vraiment sur les violences conjugales et sur ce fléau. The question that's always asked is why did she stay? And that's the wrong question. Yeah. What we need to be asking ourselves is why do men harm? On parlait plus de tous ces dramas-là autour de la sortie du film que du film en lui-même. Et là, la cerise sur le gâteau, le 20 décembre 2024, Blake Lively dépose une plainte contre Wayfarer Studio, qui est la boîte de production créée par Justin Baldoni, Justin Baldoni lui-même, Jamie Heath, qui est le PDG de Wayfarer Studio, très proche de Justin Baldoni, Jennifer Abel, qui est l'attachée de presse de Justin Baldoni, et de nombreuses personnes de l'équipe de Baldoni de manière générale. Alors attention, à ce moment-là, ce n'était pas encore une plainte civile, elle a seulement déposé un dossier administratif. C'est donc quelque chose qui est confidentiel, et pourtant, le 21 décembre 2024, donc le lendemain du dépôt du dossier administratif, le New York Times a rendu ce dossier confidentiel public en le publiant intégralement dans un article dédié à cela. Alors généralement, les plaintes sont accessibles au public, mais là, comme il s'agissait seulement d'un dépôt administratif, personne n'aurait pu y avoir accès. On ne sait pas comment le New York Times l'a eu, mais on a quelques doutes sur qui lui aurait envoyé. D'ailleurs, je vais pas parler tout le temps en conditionnel dans cette vidéo parce que ça va être long, mais il n'y a pas eu de jugement, le juge n'a pas statué, donc tout est conditionnel. Quand on écrit une plainte, ce sont les propos des avocats, mais ça veut pas dire que tout ce qui est écrit dans une plainte est vrai. Toutes les choses que je vous raconte, ce sont des choses que les deux parties affirment, ça ne veut pas dire que les deux sont 100% vrais, on ne sait pas ce qui est vrai du faux. Voilà, qu'on soit bien clair, petit trigger warning, non pas trigger. Mais juste warning, I guess. Dans des centaines de pages, elle décrit comment Justin Baldoni et d'autres membres de son équipe l'auraient harcelé sexuellement durant le tournage du film, avec énormément de blagues sexuelles, de références à l'addiction, à la pornographie de Justin Baldoni, au fait qu'il rentrait dans sa loge quand elle était nue ou lorsqu'elle tirait son lait sans même lui demander, qu'il la mettait dans des situations très inconfortables. Sur les plateaux de tournage, lorsqu'il y a des relations intimes, des baisers, etc., il y a toujours un coordinateur d'intimité qui est là pour s'assurer que tout va bien, que tout le monde est à l'aise, qu'il n'y a pas de barrières qui sont franchies, etc. Elle explique qu'il n'y avait pas de coordinateur d'intimité, qu'il y avait des scènes de sexe rajoutées qui n'étaient pas dans le livre, qu'il y a eu des baisers sans que ce soit écrit dans le scénario, des morsures de lèvres, etc. Elle explique aussi que les équipes n'ont rien fait lorsqu'elle a fait part de ses harcèlements sexuels de la part de Justin Baldoni. Elle décrit vraiment des choses extrêmement graves dans sa plainte. Elle explique aussi qu'il l'a harcelée sur son poids. Elle venait d'avoir son 4e enfant, donc elle sortait de grossesse, elle avait un petit peu plus de poids. Et Justin Baldoni aurait critiqué son poids. Elle explique aussi qu'elle a dû engager son propre
propre monteur pour pouvoir enlever des scènes de sexe qui étaient bien trop longues selon elle et qui n'étaient pas du tout nécessaires dans le scénario. Et elle explique sa promotion du film en montrant un document reçu par Sony qui lui indique dans un paragraphe qu'il ne faut pas qu'elle parle que de violence conjugale. Il faut aussi montrer au public qu'on peut se sortir de cette situation, qu'il faut être positif par rapport à cette situation parce que ça peut finir de la bonne manière. Sony n'a pas non plus dit qu'il fallait totalement occuler cette partie-là, mais Blake explique donc son parti pris dans la promotion du film par ces directives de Sony. Elle accuse vraiment toute l'équipe d'avoir orchestré une campagne de diffamation à l'égard de Blake Lively pour la punir d'avoir exprimé son inconfort face à cet harcèlement sexuel. Dans la plainte, on peut également lire de nombreux extraits de discussions de personnes qui travaillent dans l'agence de presse de Justin Baldoni. On peut notamment lire « On peut enterrer n'importe qui » ou alors « Nous ne pouvons pas écrire que nous allons la détruire ». Et donc elle justifie un petit peu tout cet acharnement médiatique par la campagne de diffamation de l'équipe de Baldoni et du tournage du film. Il y a beaucoup de messages, etc. entre les personnes qui sont insérées dans la plainte. Ça m'a beaucoup surpris d'ailleurs d'avoir vu ça parce que dans mon expérience, j'ai travaillé plusieurs années dans un cabinet américain. Dans les plaintes, on met jamais les éléments de preuve. On les met lorsque on échange les preuves avec la partie, mais pas dans la plainte initiale. Dans la plainte, elle est également attachée à un contrat qu'elle a rédigé et qui a été signé par les équipes de Baldoni. Il a été rédigé au milieu du tournage. Donc le tournage avait déjà commencé, il avait été arrêté pour les grèves de Hollywood, bref, et là il allait recommencer. Et ce contrat, il est extrêmement étrange parce que Serena explique qu'elle a... J'ai dit Serena, oh my god. Pardon. Dans le contrat, il y a vraiment des choses extrêmement choquantes, comme par exemple, personne n'a plus le droit d'aller dans la loge de Serena sans qu'ils le veulent et quand elle est entièrement nue. Ils ont plus le droit de lui faire des bisous ou de lui mordre les lèvres quand elle n'est pas au courant et que ce n'est pas écrit dans le script. Il doit désormais y avoir un coordinateur d'intimité, etc. Et en lisant ça, on se dit, tiens, pourquoi elle a eu besoin d'écrire tout ça par écrit et pourquoi l'équipe de Justin Baldoni, ils ont signé ça. Il est assez choquant et il fait poser pas mal de questions. Les retombées sont énormes. Le jour même de la publication de l'article du New York Times, Justin Baldoni est lâché par son agence. 3 jours après, Vital Voices, une organisation pour l'émancipation des femmes, lui a retiré un prix qu'elle lui avait attribué durant l'année. Il avait également un podcast appelé Man Enough et un de ses co-auteurs s'est directement retiré de l'émission. Il y a également de nombreuses personnalités publiques qui ont parlé, comme notamment l'autrice même du livre It Ends With Us, qui soutient fermement Blake Lively, ainsi qu'une autre actrice du film. 10 jours après le dépôt de cette plainte, l'équipe de Justin Baldoni, donc une dizaine de personnes, ont déposé plainte contre le New York Times pour notamment diffamation et ils réclament au New York Times 250 millions de dollars. Le jour même, juste après la plainte de Baldoni, c'est Blake Lively qui à son tour porte plainte officiellement dans un tribunal fédéral contre Justin Baldoni et toute son équipe. Et 15 jours après, le 16 janvier 2025, il a porté plainte contre Blake Lively, Ryan Reynolds qui est le mari de Blake Lively et contre l'assistante de Blake Lively, la manager, etc. Cette fois-ci, il ne demande pas 250 millions de dollars, mais il demande 400 millions de dollars de dommages et intérêts. Justin Baldoni et toute son équipe ont nié toutes les allégations qui allaient à son encontre et ils ont donné en fait des justifications du contexte à chaque exemple que Blake Lively avait donné. Ils expliquent qu'il n'y a pas eu de campagne de diffamation contre Blake Lively. Elle s'est mise un peu toute seule dans la sauce. C'est elle-même qui a fait une très mauvaise promotion du film sur un sujet qui parle quand même de violence conjugale. C'est quand même très moyen. Donc ils ont expliqué qu'en fait ils n'ont pas eu besoin de faire une campagne contre elle, elle l'a fait toute seule. Ensuite ils expliquent qu'il y avait bien eu un coordinateur d'intimité sur le plateau, mais c'est elle qui a refusé d'aller aux réunions et que Justin Baldoni y est allé tout seul. Il y a également des screenshots où elle invite elle-même Justin Baldoni à venir dans sa caravane pendant qu'elle tire son lait pour qu'il travaille sur le script. Dans la première plainte de Blake Lively, il y avait des copies de certains messages et en fait ils expliquent qu'elle a enlevé tout le contexte autour qui changeait selon l'équipe de Baldoni, toute la signification des messages. Elle aurait également enlevé des smileys en plus, etc. Donc en fait, jusqu'où sont allées les manipulations de preuves. Mais ils expliquent également, et c'est ça dont je vous ai parlé tout à l'heure, que les messages qui sont présents dans la plainte de Blake Lively ont été obtenus de manière illégale. Comme je vous l'avais dit, ça m'a vraiment surprise quand j'ai vu tous ces screenshots entre les équipes de Baldoni, etc., qui n'ont pas des screenshots de discussion avec Blake Lively directement. C'est des messages internes auxquels elle n'a pas pu avoir accès. Et je me suis dit, mais comment elle a fait pour avoir accès à toutes ces informations alors que le procès n'a même pas commencé? Aux États-Unis, je vous explique rapidement, quand il y a un procès, le plaintiff dépose une complaint, donc une plainte, où il dit, voilà, la personne en face de moi a violé telle loi. Elle doit expliquer brièvement pourquoi elle a violé chaque loi, sans rentrer vraiment dans les détails, sans montrer des preuves, etc. Ensuite, la partie d'en face doit répondre ou faire une contre-plainte, bref. Et suite à ça, commence une période d'échange de preuves où chaque partie doit s'envoyer toutes les preuves qu'elles ont. Et les parties peuvent également se demander, tiens, j'ai envie que tu m'envoies ça, j'ai envie que tu m'envoies toutes les discussions que tu as à ce sujet-là. Bon, il y a des limites, elles peuvent pas tout demander, et d'ailleurs, en général, on dit objection à plein de demandes parce qu'elles vont trop loin.
loin et elles sont abusives, mais c'est à ce moment-là qu'on récolte tous les documents. Comme là, c'était seulement une plainte, c'était à l'étape 1 du procès. Je me suis demandé mais comment elle a fait pour avoir accès à tous les échanges que la partie de Justin Baldoni a. Et donc la partie de Baldoni explique qu'elle les a eu soit en hackant le système, soit parce qu'il y a eu une taupe. Ça a été fait de manière très vicieuse. La vérité par rapport à l'obtention de tous ces documents confidentiels vient d'éclater et je vous explique tout ça. Jones Work, c'était l'agence de presse de Baldoni. Elle a été fondée par Stephanie Jones et Jennifer Abel était une agent qui travaillait au sein de cette agence de presse. Justin Baldoni a arrêté de travailler avec Jones Work avant la sortie du film et après qu'elle ait démissionné de Jones Work, Jennifer Abel a été embauchée par Justin Baldoni comme attachée de presse. Vous vous doutez bien que Jones Work et Stephanie Jones étaient fous de rage que Jennifer Abel leur vole leurs clients. Mais elles avaient accès à tous les messages professionnels de Jennifer Abel quand elle travaillait encore dans l'agence. Blake Lively a donc sûrement dû entendre parler de ces messages et a voulu se les procurer, mais de manière légale. Blake Lively a donc utilisé une de ces fausses compagnies qui s'appelle Van Zandt Inc., mais qui n'a aucune activité, pour porter plainte contre eux. Personne. Alors oui, Doe veut en fait dire qu'on ne connaît pas l'identité de la personne contre qui on porte plainte et ça nous laisse la liberté d'ajouter le nom dans le futur. Une fois que la plainte a été déposée en septembre, des assignations auraient été envoyées à Jones Work et Stephanie Jones pour pouvoir avoir accès à ces messages. Bon là, ce qui est encore plus suspicieux, c'est que pour envoyer des assignations et récupérer des documents de force, il doit y avoir un lien avec la plainte. Or là, Jones Work n'avait aucun lien avec la plainte, qui était une plainte vide. Ça prouve donc qu'ils devaient sûrement être de mèche quand ils ont envoyé ces assignations-là. Une fois les documents récupérés, les charges ont été abandonnées la veille du dépôt de la plainte de Blake Lively. C'est donc comme ça qu'elle aurait eu accès à ces documents. Alors ce n'est absolument pas éthique et les avocats qui ont fait ça pourraient avoir de très gros problèmes et être notamment radiés du barreau. Jones Work et Stephanie Jones sont désormais des parties tierces au procès, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni plaintiffs ni défendants, mais elles sont considérées comme étant importantes dans l'histoire. Les deux clans ont également porté plainte l'un contre l'autre dans une procédure distincte pour notamment rupture de contrat, diffamation, atteinte à la vie privée, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est que Blake Lively n'avait absolument pas besoin de ces documents pour porter plainte, elle aurait pu y avoir accès plus tard dans la procédure. Mais ça montre à quel point ce procès n'est pas seulement un procès juridique mais également médiatique. Comme la plainte a été envoyée au New York Times pour qu'elle soit visible au grand jour, avoir des preuves tangibles dans cette plainte-là aurait eu un bien plus fort impact auprès du public. Et je pense également que Blake Lively, elle a tellement été détestée après la sortie de ce film qu'elle a eu besoin d'expliquer le pourquoi du comment de son attitude auprès du public. Enfin bref, ils expliquent également que par rapport au montage, en fait, elle aurait fait énormément de chantage, elle aurait manipulé tout le monde pour avoir son propre monteur, en expliquant qu'elle n'allait faire aucune promotion du film si elle n'avait pas la main mise sur le montage, que le tournage du film avait fini par être un enfer à cause de nombreuses demandes de Blake Lively. I don't think people realize how involved she was in this movie. She's a producer on the film from the beginning to the end. Ça fait des années qu'elle a une très mauvaise réputation, que les personnes ne veulent pas travailler avec elle car elle est très control freak, elle veut avoir accès à toutes les informations, etc., qu'elle est très désagréable. Certaines personnes la voient comme étant un peu une Serena in real life, donc c'était un personnage manipulateur qu'elle a incarné dans Gossip Girl. Je ne dédouane en rien son discours, je vous dis juste, voilà quel est le contexte. Ils expliquent même que Justin Baldoni n'avait même pas pu voir la version finale de Blake Lively, qu'elle avait essayé de l'interdire à l'avant-première, que pendant l'avant-première, au moment où elle est arrivée, lui, son équipe, toute sa famille avait dû finir au sous-sol pour éviter de croiser Blake Lively. Grosso modo, elle aurait pris le contrôle de tout le film en changeant elle-même le script depuis le début, en changeant le montage, en changeant la promotion du film. Ça serait fini en un enfer pour toute l'équipe de Justin Baldoni. Ils expliquent qu'ils ont signé le contrat qui avait été rédigé par Blake Lively au milieu du tournage, vous savez, avec toutes les différentes conditions, parce qu'en fait, ils ont eu énormément de stress. Elle a fait du chantage en expliquant qu'elle ne continuerait pas le tournage sans ça, et ils se sont dit ok, on va essayer de minimiser les différentes vagues et les différents problèmes qui sont en train de se créer, on va juste signer et continuer à tourner le film. Pour apporter un peu de nuance, il est important de préciser qu'un film se finance notamment grâce aux acteurs bankable, c'est-à-dire connus du grand public. Ces acteurs ont un poids énorme dans le film et peuvent avoir leur mot à dire, donc donner des conditions sur le scénario, modifier le script, donner des conditions sur les acteurs, sur le montage final, etc. Wayfarer Studios, c'est une petite boîte de production qui est récente, elle a été créée en 2019, juste avant le Covid, et donc It Ends With Us, c'est un de leurs premiers gros films. Blake Lively, en tant que tête d'affiche du film, avait donc un pouvoir dans les prises de décision. C'est donc pour ça qu'elle a eu autant son mot à dire et que les équipes l'ont suivie dans ses prises de décision. Le problème ici, c'est que selon la team de Baldoni, Blake Lively se serait vraiment emparée du film et serait allée beaucoup trop loin dans ses menaces, etc. Concernant le fait que Baldoni aurait critiqué le poids de Lively après sa grossesse, il nie totalement ces allégations. Il explique qu'il y avait une scène durant laquelle Justin Baldoni devait porter Lively, et comme Justin Baldoni a des problèmes de dos, il a demandé par SMS à son coach comment préparer au mieux cette scène-là. Lively aurait eu accès
accès à cet échange de messages et aurait donc accusé Justin Baldoni de ce que l'on appelle du fat shaming. Ils sont vraiment revenus sur tous les points de Blake Lively et ont essayé de les démonter un par un. Ils ont expliqué aussi qu'elle avait fait ça pour essayer de redorer son bad buzz qu'elle avait eu suite à la sortie du film. En plus, Ryan Reynolds se serait moqué de Justin Baldoni dans un extrait de Deadpool. She just had a baby too and can't even tell. I don't think you're supposed to say that. That's okay. I identify as a feminist. Ryan Reynolds aurait également modifié les scripts, etc. We work together so much. So the iconic rooftop scene in this movie, my husband actually wrote it. Nobody knows that, but you now. He's all over this film. Enfin voilà, ils ajoutent en plus le mari parce qu'il y a pas mal de problèmes également avec le mari dans l'histoire. Blake Lively a perdu des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. On la compare désormais à la nouvelle Amber Heard et Justin Baldoni a reçu une vague de soutien sur internet. I think probably 95% of people that have read all the court documents are probably on Baldoni's side. And it's not like they started that way. A lot of people started going, man, F this guy. Suite à ces plaintes-là, l'équipe de Blake Lively ont expliqué que c'était vraiment une réaction très fréquente dans les cas d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel. On essaie de ridiculiser la victime, on donne une explication et on change la version à chaque fait qui sont dénoncés. Et ce serait vraiment la tactique classique de l'agresseur qui est nier, attaquer et renverser victime-offenseur. Suite à cette affirmation de l'équipe de Blake Lively, l'équipe de Justin Baldoni a réagi en faisant plusieurs choses et c'est là qu'on se rend compte que ce procès est devenu tout autant un procès médiatique qu'un procès devant la justice. Pour vous la faire court, dans les allégations de Blake Lively, elle explique qu'il y avait une scène romantique dans laquelle il devait seulement danser romantiquement. Justin Baldoni aurait essayé de l'embrasser de force, l'aurait mis extrêmement inconfortable, aurait senti son cou à plusieurs reprises, lui exprimant qu'elle sentait bon, etc. Et que tout ça c'était hors script. Et donc Justin Baldoni a publié cette vidéo pour donner une justification à pourquoi il a dit qu'elle sentait bon, etc. C'est Blake Lively qui demande à Justin Baldoni de discuter pour que ça ait l'air plus naturel, donc déjà elle sort du script. Suite à ça, il commence à discuter, à se faire des blagues sur leur nez, etc. I know. And my nose is so big. I was hoping that we could address this. Ensuite, elle dit qu'elle doit avoir du maquillage. Il lui dit non, mais t'inquiète pas, ça sent bon. I'm not getting beard on you today. I'm probably getting spray tan on you. It smells good. Well, it's not that. It's my body makeup. Alors, je sais pas du tout quoi penser de cette vidéo. Je vous avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai été vraiment dérangée. Ça m'a mise mal à l'aise. Il y a vraiment plein de versions différentes par rapport à cette vidéo. Certains disent que ça montre à quel point Blake Lively était super mal à l'aise sur le tournage, etc. Et que c'est vraiment une preuve qui, justement, accable plus Justin Baldoni qu'autre chose. D'autres expliquent que c'est seulement du jeu d'acteur, qu'il rigole, c'est elle qui demande de parler, c'est elle qui fait des petites blagues, etc. Il y a vraiment des avis mitigés. Tout le monde commence à donner son avis sur les preuves qu'il y a. L'équipe de Justin Baldoni, elle est allée encore plus loin. Ils ont créé un site internet qui s'appelle The Lawsuit Info. Et dans ce site internet là, il y a la copie de la plainte de Justin Baldoni de plus de 170 pages avec toutes les preuves, etc. dedans. Et en plus, il y a attaché tous les faits dans un ordre chronologique avec toutes les preuves, etc. Les différents screenshots, toutes les conversations entre Blake et Justin. Enfin vraiment, c'est allé hyper loin. Ils ont créé un site internet pour mettre leurs preuves. C'est tellement what the fuck. Il faut pas seulement convaincre le juge et le jury, il faut également convaincre le public. Ce procès-là, c'est un procès juridique, mais également un procès médiatique, c'est-à-dire que le public va à la fin décider si oui, ils vont cancel Justin Baldoni ou alors s'ils vont cancel Blake Lively. Durant la même période, une note vocale que Justin Baldoni avait laissée à Blake Lively a fuité sur internet. La note vocale date de 2023, elle dure 6 minutes 30, elle avait été envoyée à plus de 2 heures du matin. Justin Baldoni revient sur les modifications de la scène du rooftop, la fameuse scène qui avait été modifiée par Blake Lively et son mari, et il s'excuse de sa réaction en disant que ces changements sont très pertinents. Hey Blake, it is 2 in the morning. I want to start with an apology. Man, I'm really sorry. I feel really grateful that you feel safe enough to tell me that that's how you feel. I f***ed up. I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. Il évoque également ce que Blake Lively aurait vécu avec d'autres réalisateurs dans le milieu du cinéma, s'excuse et espère qu'elle ne vivra jamais la même chose avec lui. I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with. It just me off, those heads that I'm just still kind of blown away that this is the industry that we're in and that you've experienced that as a woman. And that's not at all going to be or will be, and hopefully it's not been the experience with me. You probably have kids all over you and a baby on your boob and you're listening to me ramble at 2 in the morning. I hope you're feeling better.
and give Ryan my love. Daily Mail ne dit pas comment ils ont eu accès à la note vocale, mais en tout cas l'équipe de Blake Lively a démenti en expliquant que ce n'était pas eux qui l'auraient fait fuiter. Suite à ça, il y a eu un nouveau rebondissement, c'est que Blake, elle a fait une demande au juge pour que tous les documents qui soient échangés au cours du procès soient désormais privés. Aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est-à-dire que toutes les affaires sont publiques, mais il y a des informations qui sont très confidentielles, qu'on demande à ce qu'elles soient mises sur le site du juge sous scellé. Personnellement, je trouve ça un petit peu hypocrite de la part de Blake Lively, étant donné que c'est sûrement elle qui aurait envoyé la plainte privée au New York Times, qui a mis les captures d'écran dans la plainte initiale sûrement pour qu'elle soit accessible au public, et capture d'écran qu'elle s'est procurée de manière assez suspicieuse. Le juge a tranché, il a dit que ces documents allaient être confidentiels seulement s'il y a un dommage significatif, mais sinon, non, ça reste public. Il y avait donc à l'origine 3 procès. Mais comme les plaintes entre Blake Lively et Justin Baldoni parlent exactement des mêmes faits, le juge a décidé de les consolider le 30 janvier, c'est-à-dire qu'il a décidé que ça ferait plus qu'un seul procès. Donc en fait, chaque plaintif des 2 procès devient plaintif et défendant de l'autre. L'équipe de Baldoni a modifié leur plainte en y ajoutant comme défendant, en plus de Blake Lively, Ryan Reynolds, etc., le New York Times. Et leur avocat a déclaré qu'il allait sûrement retirer la plainte en parallèle contre le New York Times pour pouvoir simplifier les procédures. Il y avait donc 3 procédures en cours et il n'y en a désormais plus qu'une, rassemblant toutes les parties dans la même procédure. Le procès est prévu pour mars 2026, mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à là? Dans un procès, donc je vous l'ai dit, il y a la première phase, la plainte et la réponse. Ensuite, il y a toute la partie qui va être échange de documents. Après, ils peuvent convoquer le juge et dire « Monsieur le juge, la partie adverse ne veut pas me donner ses documents, le juge doit trancher, etc. » Donc à la fin de cet échange de preuves, il y a ce qu'on appelle la deposition, c'est-à-dire que l'avocat de chaque partie va auditionner la partie adverse en lui posant plein de questions, en le mettant face aux faits accomplis, en essayant de le pousser un peu dans ses retranchements. Après les échanges de documents et la deposition, chaque partie va donc analyser, nous les 2 parties, on a tous ces éléments-là. Elles doivent maintenant montrer ça au jury et au juge et dire « Regardez, voilà ce que j'utilise pour prouver que ce que je dis c'est vrai. » Et en se basant du coup sur tous nos documents qu'on s'est échangés et les différentes depositions, le juge et le jury va trancher en se disant voilà, est-ce qu'ils ont réussi à prouver chaque critère de chaque loi qui a été violée, etc. Donc en fait, avant même le procès, avec les éléments qu'on a, les 2 parties, elles savent un petit peu quel va être sûrement le verdict. On sait si l'un va être en mesure de prouver tout ce qu'on dit et si l'autre va être en mesure de prouver tout ce qu'il dit. Si les parties se rendent compte que l'une va forcément perdre, elles vont préférer négocier à l'amiable entre elles juste avant le procès. Voilà, moi je me mets d'accord pour te donner tant. Attention, là encore une fois, c'est du civil. L'objectif de civil, c'est seulement d'indemniser la personne qui porte plainte, alors que le pénal, c'est pour punir. Donc là, comme on est dans des procédures civiles, le dénouement sera seulement financier. Qui va être condamné à payer combien à l'autre partie. Et donc c'est pour ça que dans très peu de cas, on va au procès parce que ça coûte très cher. Je pense vraiment pas qu'ils vont se mettre d'accord à l'amiable en amont. C'est un procès tellement médiatisé que si une des 2 parties accepte de dire bon bah voilà, je sais que j'ai tort en fait d'avance, donc je vais te payer ça pour qu'on se mette d'accord et qu'on arrête le procès, ça risque de également les enterrer médiatiquement. Je pense que ça va aller jusqu'au procès. On verra, peut-être que je me trompe. J'espère que j'ai pu vous éclairer d'un point de vue juridique sur un petit peu ce qui se passe, quels sont les enjeux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à suivre ma chaîne. Merci beaucoup et bisous!